différentes structures donc, qui sont schématisées ici. Structure donc essentiellement corticale, mais aussi sous-corticale, comme on va le voir. Alors, le système de contrôle, donc le point de départ, ça va être le cortex moteur. Le cortex moteur, donc, est constitué par des régions du néocortex dont la stimulation provoque la contraction musculaire squelettique. On distingue donc l'aire motrice primaire, schématiquement l'aire 4, au niveau de la frontale ascendante, juste en avant donc, du sillon de Rolando. L'aire prémotrice, correspondant à l'aire 6 en bleu là. Voilà. En avant donc de l'aire motrice primaire ou aire motrice principale, l'aire motrice supplémentaire au niveau de la face interne, ici en violet, là. Elle fait partie aussi de l'aire 6 de Brodmann, et il y a d'autres régions comme l'aire 8 au niveau du cortex frontal, l'aire 8, et puis l'aire 19 au niveau du cortex occipital. Ces deux aires sont impliquées essentiellement au contrôle oculomoteur, au contrôle donc de la motricité des globes oculaires. De ces aires partent des voies motrices centrales avec le faisceau pyramidal qui comprend le faisceau cortico-nucléaire ou géniculé. Ce faisceau, les fibres de ces faisceaux croisent la ligne médiane à différents niveaux et ils vont se rendre au noyau moteur des nerfs crâniens du côté opposé. Et puis le faisceau corticospinal qui se divise en deux contingents, un faisceau pyramidal croisé ou latéral et un faisceau pyramidal direct ou antérieur. Alors les axones de ces faisceaux, du faisceau pyramidal, s'articulent avec les motoneurones alpha et avec les motoneurones gamma, soit directement, soit par l'intermédiaire d'interneurones, et c'est le cas le plus fréquent. Donc l'articulation par l'intermédiaire d'interneurones est le plus fréquent. Les voies extrapyramidales partent aussi essentiellement du cortex moteur. Elles font obligatoirement relais au niveau du tronc cérébral, et on distingue plusieurs faisceaux. Le faisceau rubrospinal qui part du noyau rouge, contrôle les muscles des extrémités. Les faisceaux réticulospinaux, part donc de la formation réticulée, mésencéphalique et bulbaire. Le faisceau vestibulospinaux part des noyaux vesticulaires. Le faisceau olivospinal part de l'olive bulbaire et ne dépasse pas la moelle cervicale. Le faisceau tectospinal part des noyaux du doigt du mésencéphale. Ça, c'est un peu la nomenclature classique. Actuellement, on subdivise les voies motrices centrales en système latéral et système médial. Le système latéral comporte le faisceau pyramidal croisé qui contrôle les muscles distaux des membres, auquel on rajoute aussi le faisceau rubrospinal, faisceau qui part du noyau rouge et qui est peu développé chez l'homme. Le système médial comporte le faisceau corticospinal ventral, le pyramidal direct, qui contrôle les muscles axiaux, et le faisceau vestibulospinal qui contrôle les muscles proximaux impliqués dans la posture, les faisceaux réticulospinaux et le faisceau tectospinal. En fait, c'est une subdivision plus fonctionnelle, étant donné la destination finale de ces voies. Alors, pour comprendre un peu l'aspect de ce contrôle, on va s'aider par l'effet des lésions, par exemple du cortex moteur principal, l'effet des stimulations du cortex moteur principal, l'R4. La stimulation focalisée aboutit à la contraction de muscles du côté opposé du corps, ce qui a permis d'établir une représentation somatotopique, des muscles de l'hémicorps au niveau du cortex, moteur principal. Et comme vous le voyez, cette somatotopie, donc, elle est croisée, c'est-à-dire que le cortex droit contrôle les muscles de l'hémicorps contralatéral gauche, elle est inversée. On voit que ça part de bas en haut, donc la langue, le pharynx, etc., la face, la main, et puis le tronc et le pied au niveau donc, de la face interne. Elle est non proportionnelle puisque les muscles ou les régions qui assurent des mouvements fins sont hyper représentées par rapport aux autres. Alors, la stimulation de l'aire prémotrice donne des mouvements plus
complexes, ça peut être des extensions-flexions, par exemple, une alternance d'extension et de flexion d'un membre. L'air motrice supplémentaire, sa stimulation donne des mouvements encore plus complexes, avec une rotation de la tête, par exemple, avec un changement de posture du côté opposé et parfois de façon bilatérale. Il y a une maladie, bien sûr, qui reproduit les effets de la stimulation du cortex moteur, c'est l'épilepsie, les crises épileptiques motrices, crise partielle motrice, crise Bravais-Jacksonienne, crise versive. La crise versive a comme point de départ donc l'aire motrice supplémentaire. Les effets de la lésion, comme vous savez, la lésion de l'aire 4 se manifeste par une hémiplégie mais qui régresse et qui devient une hémiparésie intéressant essentiellement les extrémités, par une hypotonie et par un signe de Babinski. La lésion de l'aire 6 ne donne pas de paralysie, l'aire prémotrice. La lésion de l'aire prémotrice ne donne pas de paralysie. Elle donne une diminution de la force musculaire contralatérale, mais une spasticité. Parfois un réflexe de préhension forcée et une impossibilité d'accomplir des tâches motrices apprises avant la lésion, ou bien d'apprendre de nouvelles tâches motrices. La lésion conjointe des aires 4 et 6 va donner donc une hémiplégie pratiquement totale, permanente, avec une spasticité qui prédomine sur les fléchisseurs des membres supérieurs, les extenseurs des membres inférieurs. C'est une hypertonie élastique. Les réflexes ostéotendineux sont exagérés, sont vifs, diffus, comme vous le constatez. Donc, et puis un signe de Babinski. Ça réalise cliniquement ce qu'on appelle le syndrome pyramidal, le syndrome clinique pyramidal classique. La lésion de l'aire motrice supplémentaire aboutit à une perte de l'initiative d'utiliser un membre, une réduction globale d'activité motrice sans paralysie, une incapacité de réaliser des actions préalablement mémorisées, une perturbation de la réalisation des tâches manuelles. La section du faisceau pyramidal au niveau de la pyramide pulpaire, alors là on est dans le pyramidal pur, là, aboutit à une parésie des muscles des extrémités des membres avec une difficulté, une impossibilité d'effectuer des mouvements précis, une diminution du tonus musculaire, hypotonie et un signe de Babinski. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait que les signes du syndrome pyramidal clinique classique en fait ne sont pas dus tous à une interruption des voies pyramidales, mais c'est un mélange de signes dus aussi bien à l'interruption des voies pyramidales que des voies extra-pyramidales, contrairement à ce qu'on... Ça veut dire que les vrais signes pyramidaux sont l'hypotonie, ils n'ont pas la spasticité. Donc l'hypotonie, la parésie au niveau des extrémités, au niveau surtout des mouvements fins et précis, et le signe de Babinski. Les autres, ce sont en fait des manifestations de l'interruption des voies extra-pyramidales. Alors on a enregistré, et Mars avait enregistré les neurones unitaires des cellules pyramidales de l'aire 4 avec des microélectrodes, après avoir appris à un singe à effectuer un mouvement, il a constaté que ces cellules de l'aire 4 commençaient à décharger 120 à 150 millisecondes avant le début du mouvement, et que la fréquence de ces cellules était proportionnelle à la force. Donc ces cellules codaient la force. Alors il a appelé ça des neurones statiques. Ensuite, il a constaté que certaines cellules déchargent au début du mouvement et puis elles s'arrêtent. Donc ce sont des cellules qui codent la variation de la force. Il a constaté aussi que pour une même articulation, il y a des neurones qui sont actifs à la flexion, d'autres qui sont actifs à l'extension. Donc un comportement inverse. Et enfin, l'activité de certains neurones variait avec la vitesse du mouvement. Ce qui nous amène à essayer de décortiquer un peu le rôle des différentes structures. Alors le cortex moteur primaire, eh bien, le cortex moteur primaire principal commande les muscles donc, de l'hémicorps opposé lors du mouvement ou du maintien de la posture. Il est le point de départ de la phase d'exécution des mouvements volontaires et par l'intermédiaire du voie pyramidale, il exerce un effet facilitateur permanent sur les muscles. Il contrôle donc la motricité fine et précise, assurée donc par les muscles de la main, les muscles de la face et du pied.
Par l'intermédiaire des voies extrapyramidales, il exerce un effet inhibiteur, ce qui permet d'expliquer la spasticité en cas de lésion de ces voies extrapyramidales. Et il assure essentiellement le contrôle de la motricité posturale, de la nuque, du dos, qui sert de support donc au mouvement intentionnel fin. Il participe aussi à la phase de programmation, à l'étape de programmation du mouvement, en codant le groupe de muscles à activer, en codant la direction, la force et la vitesse du mouvement. L'aire prémotrice, l'aire prémotrice contrôle les muscles axiaux et proximaux impliqués dans la phase initiale d'orientation. L'orientation du corps vers la cible. Quand on va atteindre une cible, qu'on n'est pas directement devant, et la première phase d'orientation est assurée et contrôlée par l'aire prémotrice. Elle est impliquée aussi dans le contrôle des mouvements visio-guidés, des mouvements par exemple de préhension de la nourriture ou bien les activités donc, de manipulation. L'aire motrice supplémentaire. Alors l'aire motrice supplémentaire est importante puisque elle est impliquée dans la préparation du mouvement, surtout les mouvements motivés par des stimulations internes, par des incitations endogènes. Donc, elle intervient dans l'intention de mouvement. On a mesuré, par exemple, le débit sanguin cérébral. On demande au sujet de serrer le poing et on mesure le débit sanguin cérébral. On constate une augmentation de ce débit au niveau de l'aire primaire, l'aire 4, mais aussi au niveau de l'aire motrice supplémentaire. Et puis on lui demande de penser uniquement au mouvement sans le faire, sans l'exécuter. On constate une augmentation du débit sanguin cérébral au niveau de l'aire motrice supplémentaire. Donc elle intervient dans l'intention du mouvement. Elle intervient aussi dans la programmation du mouvement en codant la durée, l'importance, la chronologie de l'activation des différents muscles. Elle détermine le moment où doit commencer le mouvement. Et puis elle construit le mouvement en relation avec les systèmes de la mémoire. Elle participe aussi à la coordination motrice entre les deux cortex moteurs droit et gauche, essentiellement pour les actes moteurs qui nécessitent donc l'intervention des deux mains, ce qu'on appelle les mouvements bimanuels. L'aire préfrontale, elle fait partie du cortex associatif, et c'est une région située donc en avant du cortex moteur, et cette région est importante pour l'adaptation des mouvements intentionnels des yeux, de la main, aux tâches qui nécessitent une localisation spatiale. Et elle est fondamentale pour la stratégie de l'action. Elle participe à la régulation de l'action, c'est-à-dire à la planification et au contrôle de l'action. N'oublions pas les afférences sensorielles, ces afférences surtout proprioceptives et visuelles qui permettent de contrôler donc l'exécution du mouvement, c'est-à-dire qui permettent de corriger le mouvement au cours de l'exécution en cas d'erreur. À côté de ce grand axe de la motricité centrale du cortex vers la périphérie, il y a deux systèmes d'assistance, le cervelet et les noyaux gris centraux. Le cervelet, donc, est un centre de régulation motrice qui intervient dans l'ensemble des aspects de la motricité, tels que le tonus, posture, équilibration, mouvement volontaire. Il est surtout impliqué donc, dans le contrôle des mouvements rapides, balistiques, des mouvements de projection, tels que les saccades des yeux, tels que les mouvements de poursuite d'une cible. Quand on voit les signes du syndrome cérébelleux avec l'hypotonie, l'ataxie, l'incoordination motrice dans le temps et dans l'espace, on comprend donc l'importance de cette structure dans le contrôle moteur. Le cervelet participe au contrôle du tonus, les noyaux cérébelleux ont un effet facilitateur permanent, puisque la lésion du cervelet se manifeste entre autres par une hypotonie. Il participe au contrôle postural et de l'équilibre, c'est essentiellement l'archéocervelet qui règle la posture en intervenant dans les réflexes de positionnement de la tête par rapport au tronc et puis de la position des globes oculaires, et le paléocervelet ajuste les muscles posturaux qui s'opposent à l'action de la pesanteur et qui règle la coordination des mouvements de locomotion, c'est-à-dire la modulation de l'intensité de la flexion et de l'extension au cours de la locomotion. Il contrôle le mouvement volontaire, c'est essentiellement le néocervelet qui est en relation par une boucle qui part du cervelet vers le cortex moteur. Il contrôle pratiquement toutes les phases d'exécution du mouvement, c'est-à-dire le démarrage, le décours spatio-temporel et l'arrêt du mouvement. Le cervelet intervient aussi avant le cortex moteur dans la phase de programmation. Il est très important pour l'apprentissage moteur.
eh ben, le néocervelé est indispensable à l'apprentissage du nouveau programme moteur. Il interviendrait donc à la phase d'organisation du programme. Une fois le programme donc, est acquis, il est stocké en mémoire. Le cervelet dispose d'une mémoire des programmes moteurs. Il a une mémoire des programmes moteurs. Alors, comment il contrôle? C'est surtout donc, comment il contrôle? Quelle est la nature du contrôle? Là, il détecte les erreurs. Le cervelet, donc, reçoit une copie du programme moteur tel qu'il a été envoyé par le cortex. Il est informé en permanence par les informations périphériques sur le déroulement. S'il détecte une erreur, il envoie un message au cortex pour corriger. Ça, c'est pour les mouvements qui ne sont pas appris. Pour les mouvements appris, il dispose déjà d'une copie du programme moteur. Quand il détecte une erreur par rapport à ce programme, là aussi, il envoie un message d'erreur pour le cortex qui corrige le mouvement. En plus du cervelet, il y a les noyaux gris centraux. Donc les noyaux gris centraux avec le corps strié, noyaux codés, noyaux lenticulaires, les noyaux sous-thalamiques. Sur le plan fonctionnel, on distingue le striatum avec le noyau codé et le putamen, le pallidum, pallidostriatum, et puis les noyaux sous-thalamiques avec la substantia nigra et l'ocus niger et le noyau subthalamique, le corps de Lewis. Les troubles de la motricité, là aussi, rattachent souvent ces troubles au syndrome extra-pyramidaux et ça montre qu'ils sont impliqués aussi dans le contrôle moteur. Les noyaux gris centraux participent à la régulation du tonus musculaire en préparant la base du tonus nécessaire au mouvement des membres. Ils contrôlent les mouvements lents volontaires. Donc il y a une complémentarité. Le cervelet, c'est les mouvements rapides, volontaires, rapides, balistiques. Les noyaux gris, c'est les mouvements lents volontaires. Et donc, ils agissent aussi par l'intermédiaire du cortex cérébral, point de départ des voies pyramidales. Ils exercent donc un effet facilitateur sur les mouvements longs volontaires, d'où la kinésie qu'on observe en cas de maladie de Parkinson, par exemple. Ils interviennent aussi pendant l'étape de préparation, participant à cette étape de planification. Planification, c'est-à-dire la sélection des différents éléments du programme moteur, l'organisation de leur agencement, et donc leur action précède celle du cortex moteur. Pour conclure, donc vous voyez que les activités motrices volontaires résultent d'une série d'étapes qui mettent en jeu différentes structures hiérarchisées selon des niveaux fonctionnels. Le cortex moteur donc, est le point de départ de la commande d'exécution du mouvement et il est assisté par ces deux structures, le cervelet et les noyaux gris centraux. Et donc, pour avoir des mouvements adaptés, il faut l'intégrité de toutes ces structures. Et la lésion d'une de ces structures va compromettre donc la motricité. Je vous remercie. Merci pour ce rappel anatomo-physiologique sur la motricité volontaire. Et je pense que c'est un prérequis pour tous les médecins, et en particulier pour les neurologues et les médecins physiques. Cette hypertonie, la spasticité, dans le syndrome pyramidal, voilà ce que joue un rôle dans la genèse de la spasticité. Et j'ai une question contre cette dissociation automatico-volontaire qu'on ne cherche pas automatiquement chez les patients d'excitabilité, alors qu'elle est vraiment handicapante. Le support lésionnel cérébral, cette dissociation automatico-volontaire en post-lésion cérébrale. Alors, le contrôle du tonus musculaire, il y a des influences excitatrices, facilitatrices, et il peut être dû soit à un excès d'influence excitatrice, par exemple l'exagération du réflexe myotatique, par exemple, ou un défaut des influences inhibitrices. Et parmi les influences inhibitrices sur le réflexe myotatique, c'est le réflexe myotatique inverse. Quand la tension d'un muscle augmente, eh ben, il se relâche. Et ceci est considéré comme un mécanisme de protection contre une éventuelle désinsertion ou déchirure. Donc ça intervient dans la spasticité, dans la mesure où ce serait une influence inhibitrice qui est diminuée, par exemple. Professeur Hamtiti, chef de service de neurologie à l'Institut Mounjib Al-Hamid de Tunis, concernant, donc il va nous parler sur la prise en charge des AVC à la phase aiguë, cancer des unités neurovasculaires. On sait très bien qu'en Tunisie, c'est la seule unité neurovasculaire qui existe et on espère en avoir dans tous les services de neurologie puisqu'on va voir que la prise en charge
dans ce type d'unité est beaucoup mieux et ça va améliorer le pronostic des accidents vasculaires cérébraux. À vous la parole. Merci, Madame et Monsieur le Président. Je remercie le comité scientifique et circulaire de m'avoir invité à l'honneur de présenter cette communication sur les accidents vasculaires et le rôle des unités cérébrovasculaires. Je vais répéter rapidement pour vous mettre dans le bain, pour dire que les accidents vasculaires, même si on n'a pas d'études épidémiologiques bien précises, il reste toujours, comme partout dans le monde, une maladie qui est quand même la première cause d'handicap de l'adulte, en dehors non traumatique. La deuxième cause de démence, s'appelle la maladie d'Alzheimer. Et puis la troisième cause de décès, après tous les cancers et les maladies cardiaques. C'est une maladie qui est sévère, comme vous le savez. Les statistiques internationales montrent que 30%, c'est beaucoup, 1 sur 3, des patients vont décéder dans les 3 premiers mois. Que 70% des malades qui vont être décluants pour la médecine physique, 70%, seront handicapés. Et que, bien entendu, le coût social, psychologique et économique est très important. Parce que j'étais résident, jeune assistant, on a beaucoup, comme Dr. Jeb qui se rappelle de ça, on ne prenait pas des accidents vasculaires, pour que vous ne parlez pas beaucoup. Et on ne prenait pas des accidents vasculaires dans le service, parce que on pensait que lorsqu'on fait un accident vasculaire, c'est déjà trop tard, et qu'après quelques jours, quelques heures, quelques minutes, ce qu'on pensait de l'accident, le malade n'est pas récupéré. Les malades sont reflets de neurologie, de médecine interne, de cardiologie. Ils rentrent chez eux, malgré leur nombre important. Tout a changé, la révolution dans le domaine neurologique, parce qu'il y en a des révolutions partout maintenant, a commencé en 1995. Et ces progrès, en fait, ce n'est pas de vraies révolutions, mais c'est une révolution dans la mentalité des neurologues plus que dans la science elle-même. Et vous allez voir que même la notion d'unité cérébrovasculaire, on entend parler, mais c'est plutôt un changement de mentalité plus que un progrès scientifique important ou bien un équipement très, très onéreux. Donc, ça a changé parce qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle stock unit, création de l'unité cérébrovasculaire. L'introduction en neurologie, les neurologues sont des gens très conservateurs, mais quand même, ils ont commencé à faire des essais cliniques comme ils ont commencé les cardiologues 20 ans avant. Et puis, ces essais cliniques ont permis de trouver que la thrombolyse, comme pour le cœur, avec des produits différents, peut améliorer les malades. On n'a pas de bonne étude épidémiologique, la faute à qui? La faute à notre système de santé. On ne sait pas, c'est comme si on est des épiciers qui ne font pas de calcul combien il fait entrer, combien il fait sortir de boîte de tomates. C'est la même chose qui se passe. Si vous me demandez combien on voit d'accidents vasculaires aux urgences, quel type d'accident vasculaire aux urgences, on prend la peine d'examiner le malade, de le traiter, de lui faire le scanner DRF, mais on ne les compte pas. C'est notre mentalité. Dans les hôpitaux, on ne compte pas. On ne sait pas compter dans notre pays. Donc, mais certains travaux ont été faits. À Cleveland, du temps de Ahmed Hassan qui a fait le travail, on fait pratiquement la même chose que partout. Donc, elle est une maladie fréquente. Et je crois qu'on retrouve les mêmes données qui existent un peu partout dans le monde. En neurologie, on n'a pas de statistiques, parce qu'on ne sait pas compter, je vous ai dit. Mais en tout cas, pratiquement 20% des malades qui viennent aux urgences, c'est des accidents vasculaires, pratiquement 1000 malades qui ont un accident vasculaire par an. Quelques idées importantes avant de commencer. Ce n'est pas un accident, l'accident vasculaire. En fait, il s'agit d'une maladie secondaire à une maladie de Weston. L'accident vasculaire ne doit plus être considéré comme une fatalité, mais plutôt comme une maladie qui pourrait être améliorée. Lorsqu'on voit l'argent qu'on dépense pour le cancer, en sachant qu'on c'est mobile, je n'ai rien contre ça. Et ce qu'on dépense actuellement pour les
des accidents vasculaires en sachant qu'ils vont survivre avec un handicap, on a de quoi penser s'il y a un extraterrestre qui va venir en Tunisie. Il va lui dire vraiment ils s'en foutent ces gens-là. Ils ne voient pas les problèmes de la santé publique dans leur pays. Donc, il faut changer cette mentalité de prise en charge des accidents vasculaires. Mais en fait, accident vasculaire, ce n'est pas un accident, c'est une maladie. Et pas une seule maladie, il y en a plusieurs. Ce qui change, ce qui a changé dans les pays dits avancés, parce qu'ils sont avancés, dans la prise en charge des accidents vasculaires, c'est une organisation. C'est une vision de l'accident vasculaire. Une organisation, premièrement préhospitalière, vous êtes bien loti à Monastir, grâce à Dr. Parle, à l'organisation des strokes cliniques et bien sûr à la prise en charge au cours et après des accidents vasculaires, de la rééducation et ainsi de suite. L'organisation préhospitalière, sans cette organisation, on n'a pas le droit de parler de stroke clinique. Je vais vous parler de notre stroke clinique, vous allez le voir, on marche, on fait de la politique, de la démagogie plus que de la science. Mais je vais la présenter, c'est ce que je pense, ce que je dis d'ailleurs depuis toujours. Parce qu'on ne peut pas prévoir une prise en charge hospitalière sans que soit organisée une prise hospitalière. La prise en charge hospitalière, il faut qu'elle soit adéquate, et c'est ça la notion de stroke clinique. J'en parle pour vous faire le suspense, mais vous allez voir, ce n'est pas grand-chose. La prise en charge des complications, des aggravations qui peuvent tuer le malade, qui peuvent augmenter l'handicap, et puis la revascularisation d'urgence et la thrombolyse. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Actuellement, tous les 2-3 ans, il y a des guidelines internationaux, des recommandations internationales. Et ce qui change le plus, c'est, vous allez voir, c'est la prise en charge préhospitalière. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut former les médecins généralistes? Est-ce qu'il faut former la famille pour que le malade soit amené rapidement? On se rend compte qu'il y a la meilleure des choses actuellement, je dirais, c'est plus les gens sont éduqués, mieux ça va. Et plus le personnel hospitalier qui reçoit le premier les malades est informé, éduqué, et c'est bien. Et comment il faut l'éduquer? Il faut qu'il soit éduqué de façon homogène. Il faut que ce soit, par exemple, en monastère, à son service, tous les gens voient le malade de la même manière, avec des protocoles écrits. Lorsqu'il arrive avec une EPJ, qu'est-ce qu'il faut faire? La télémédecine, on n'est pas là, mais c'est surtout une information du personnel et une information du malade. C'est quoi l'unité du cerveau? Pourquoi l'unité cerveau-vasculaire? Toutes les études ont montré que lorsque un malade, dans des pays où il y a des unités vasculaires, lorsqu'il y a un malade qui est aux urgences, qui est hospitalisé, ou bien qu'il est hospitalisé aux unités cerveau-vasculaires, ou dans un service normal, ou dans un charge vasculaire, l'amélioration de la prise en charge dans une unité est importante parce que les 30% de décès à 3 mois, ils sont réduits de 25%. C'est beaucoup. Deuxièmement, l'handicap diminue de 30%. L'hospitalisation diminue également. Donc, l'amélioration de la prise en charge des accidents vasculaires de la stroke est certaine. Tout ça sans la thrombolyse. Alors pourquoi? C'est les accidents. Comment on peut résumer un peu l'unité cérébrovasculaire? C'est une organisation, ce qui ne marche pas chez nous. Donc comment s'organiser? Alors comment s'organiser? Il faut que l'équipe soit habituée à prendre l'accident vasculaire et seulement les accidents vasculaires, comme les unités cardiaques où ils ne font que les infarctus. Deuxièmement, il faut avoir un diagnostic rapide, précis, avec des recommandations. Que les recommandations qui sont affichées pour les urgences, des recommandations qui sont affichées dans les unités cérébrovasculaires, des recommandations qui sont affichées dans la radiologie, que les gens travaillent ensemble. Que le malade change, que le médecin change, que le résident change, que l'assistant change, la prise en charge doit être uniforme, adéquate et la même.
Et cette recommandation devrait être révisée tous les 6 mois, 10 ans, mais elle doit être la même. Deuxièmement, il faut commencer rapidement le traitement et il faut que le malade soit pris en charge par les gens qui connaissent ça, que ce soit les infirmiers, les médecins et le personnel la médecine physique, la neuropsychologie. Et commencer la rééducation le jour même de l'arrivée du malade. Il est en train d'être embolisé et on commence déjà la rééducation. Objectif, il faut que les objectifs, lorsqu'on fait une unité cérébrovasculaire, tout ça c'est une organisation, c'est qu'il doit avoir des objectifs scientifiques. Comment faire? Lorsque le malade arrive, il doit mettre combien de temps pour faire le scanner au IRM? Il faut avoir une banque de données pour qu'on prenne l'expérience de ce qu'on a fait. Et la chose qu'on n'est pas bien à faire, c'est de voir un plan accident vasculaire à l'échelle d'une région, à Tunis, à Sousse, à Monastir. Un malade qui a une hémiplégie, il arrive à la clinique ou à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Le secours. Que les malades ne prennent pas de malade, ils vont à l'hôpital, ils les refilent, ils vont envoyer un carton, le neurologue ne dit jamais là parce que les neurologues ne vont pas de ces gens, ainsi de suite. Notre unité cérébrovasculaire a commencé en 1999, pratiquement, elle a 12 ans d'âge. Lorsqu'elle a été faite, on a pensé, en fait, j'ai fait un grand programme de prise en charge intégrée des accidents vasculaires à Tunis. Le temps est passé, rien n'a été fait, mais c'est une autre question. Voilà, nous on a, sur nos malades, on a 8 lits à l'Institut, et il faut que l'équipe soit multidisciplinaire. On a 8 malades, mais 8 infirmiers. On a 3 le matin, 2 l'après-midi et 2 le soir. Il faut beaucoup d'infirmiers. On a un résident, un interne, 2 physiothérapeutes qui s'occupent des 8 malades. Pour le reste, un seul, parce que c'est important qu'il soit là. Un psychologue et une orthophoniste pour les 8 malades. Et bien sûr, on a un service de radiologie à côté et un service de neurochirurgie à côté. Et avec ça, on n'arrive pas à bien fonctionner, je vous dirai pourquoi. Si on est dans une unité cérébrovasculaire, pourquoi le malade doit être hospitalisé? Parce qu'il y a une approche assez scientifique et organisée de la prise en charge des accidents vasculaires. C'est important que même médecin physique, ou kinésithérapeute, ou médecin généraliste, ou cardiologue doit comprendre ces notions qui sont simples. Qu'est-ce qu'il faut? Un malade qui fait un accident vasculaire ischémique, c'est une diminution du débit sanguin cérébral. Et le but du traitement, c'est quoi en fait? C'est très simple. Premièrement, comment augmenter le débit sanguin cérébral? Deuxièmement, comment augmenter la tolérance à l'ischémie? Je vais y revenir parce que c'est très important. Comment prévenir la récidive? C'est très important. Comment prévenir et éviter les complications? Ce qu'on a compris, parce que j'étais résident, on dit, lorsque le neurone n'est pas vascularisé pendant 3 minutes, il meurt. Ça ne fonctionne pas. On s'est rendu compte que lorsqu'il y a une ischémie, il y a en fait 3 zones. Il y a une zone qu'on appelle de paiement, d'ischémie sans nécrose. Et cette zone, si le débit sanguin cérébral est établi, le neurone peut récupérer. C'est comme un accident vasculaire ventriculaire. Vous connaissez bien. Donc, mais si on met beaucoup de temps, 3 heures, en fait, ça c'est anciens, 4h30, l'ischémie va se transformer en nécrose. Et vous voyez, cette nécrose va augmenter avec le temps. Plus on entraîne bientôt, plus cet accident ischémique avec nécrose peut être transformé en accident vasculaire. Donc c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses très simples. Comment on augmente? Ce qu'on voit aux urgences, un malade avec une hémiplégie qui vient, qui est à venir aux urgences par la famille, il faut que le malade soit couché
Même à l'Institut, aujourd'hui, je l'ai dit 1000 fois, parce qu'il ne trouve pas de chaise, il ne trouve pas de brancard. Lorsqu'il vient, le malade, il faut laisser coucher. Il faut une position allongée. Ce qu'on voit, c'est qu'il vient à l'hôpital, on l'envoie faire le scanner, et le type, bon, on est en train d'aggraver ce malade. C'est des choses, attention, aussi efficaces que la thrombolyse. Respecter la tension artérielle et commencer le plus tôt possible le traitement thrombolytique. Voilà. Il y a, vous connaissez ça, la physiologie, on a eu beaucoup de physiologie aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter plus, mais vous voyez, le débit sanguin est constant par rapport à ce qui est spécial pour le cerveau, qui est différent des autres organes, c'est que le débit sanguin cérébral est constant entre une tension artérielle faible, 6-7, et élevée. Et au cours d'un accident vasculaire, ce qui arrive et ce qui est catastrophique, c'est que ce système d'autorégulation du débit sanguin disparaît. Ce qui fait que le débit devient proportionnel à la pression artérielle. Et vous voyez bien que si le malade, habituellement lorsqu'on fait un accident vasculaire, il y a une diminution du débit et par réaction, l'organisme va essayer d'augmenter la pression et le débit dans le cerveau. Et donc la tension artérielle va augmenter. Qu'est-ce qu'on fait habituellement aux urgences? On tourne le malade à la 16, l'Azilix, l'Oxène, il faut la baisser. Et c'est une catastrophe. Parce que, bon, je fais là, c'est compliqué. C'est catastrophique parce que je suis en train de faire ma cheville là. Parce que on va diminuer le débit sanguin cérébral et on va augmenter la zone et faire que cette zone de nécrose va augmenter rapidement. Donc lorsque vous recevez un malade qui a une hypertension, il faut qu'il soit conservé. Il ne faut pas commencer à la baisser, ce qu'on fait plutôt plusieurs fois. Il faut l'afficher. Même si on tue quelques malades, il faut que les autres ne soient pas tués. Donc il faut informer les gens. Ça ne se fait pas. Hein. Je dis ça depuis 10 ans, tu sais. La thrombolyse est très importante. Toutes les études ont montré que si la thrombolyse est extraordinaire, c'est-à-dire les cardiologues ont commencé avec la streptokinase, et puis ils ont fait la RTPA. Les neurologues au début, dans les années 80, ils ont commencé la streptokinase, ils ont tué tous les malades parce que ça fait une hémorragie cérébrale, parce que le cerveau n'est pas d'accord. Il y a une étude qui a été faite après, avec la RTPA, et les résultats sont spectaculaires. Toutes les études ont montré que la thrombolyse peut améliorer le pronostic et peut rendre un accident transitoire comme un accident permanent comme un accident transitoire. Les complications existent et c'est pour cela que ce soit fait doit être fait par des gens bien faits, bien formés. Des études ont montré que si la thrombolyse n'est pas faite dans une unité cérébrovasculaire, les complications sont plus importantes que si on ne fait rien pour le malade. Tous ont montré ça. Donc, on n'a pas normalement le droit de faire thrombolyse, ce n'est pas le cas, on fait tout ce qu'on veut, heureusement. On n'a pas le droit de faire si vous n'avez pas une unité cérébrovasculaire. Parce que le nombre, il faut que les gens connaissent, les indications sont précises, et les complications sont possibles, surtout l'hémorragie. Il faut qu'elle soit faite entre 0 il faut qu'elle soit faite entre 0 et 3 heures, puis maintenant on l'a allongée à 4h30, c'est-à-dire entre 0 et 4h30. Ici, c'est possible que les gens arrivent au bout de 3 heures. À Tunis, c'est possible. Mais en fait, voilà, il faut passer 0,90 mg par kilo, maximum 90 mg en perfusion, on le fait facilement. Les résidences, c'est des infirmiers infernales à faire. C'est très facile, c'est une perfusion intraveineuse. Avec bien poser des questions pour connaître les
contre-indications. Et parmi les contre-indications, c'est l'accident ischémique transitoire. Lorsque vous êtes jeune, on vous dit un accident ischémique transitoire, c'est un accident qui s'améliore au bout de 24 heures. En fait, on va en faire dans 3 heures, 24 heures, il y a un problème. Mais en fait, c'est pour cela que la définition d'accident musculaire ischémique transitoire a changé. Il faut avoir un déficit qui s'améliore dans l'heure sans image IRM. On ne peut pas le faire toujours, donc il faut avoir de bons cliniciens qui voient si le malade s'améliore, ce n'est pas la peine de thromboliser. S'il a une gymnastique, il faut le thromboliser. Donc, hospitaliser le malade d'urgence avec une équipe qui sait, il faut qu'elle soit couchée. Il ne faut pas traiter la tension et essayer de faire la thrombolyse en même temps. Et puis, est-ce qu'on peut améliorer ces cellules, ces neurones qui sont ischémiés, est-ce qu'on peut les conserver? On peut les conserver en l'établissant des débits sanguins cérébrales. Mais on peut les améliorer et les conserver par des attitudes thérapeutiques très simples. Traiter la fièvre. Vous savez, ils sont maintenant, tous ceux qui travaillent en réanimation, ils mettent les gens qui ont cérébrisé dans des chambres pratiquement froides. Ils font même circuler l'eau froide, ils mettent les scaphandriers, les astronautes, ils les remplissent d'eau froide. Donc lorsque le cerveau est frais, les neurones ne vont pas. Nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter la température. N'importe comment, le plus vite avec le paracétamol et ainsi de suite. Traiter tout hyperglycémie. Lorsqu'on fait un accident musculaire, c'est un stress. Même si on n'est pas diabétique, on a une hyperglycémie. Si on est diabétique, l'hyperglycémie va être décompensée. Il faut la traiter par de l'insuline régulièrement et immédiatement. C'est ce qu'on ne fait pas. Et prévenir les récidives par de l'aspirine le jour même de l'hospitalisation. Parfois en association avec la personne type. Et Paris n'a pas de place. Jusqu'à maintenant, malheureusement, on continue toutes les études, les essais cliniques, parce qu'on est des soi-disant des ambitions scientifiques, on est obligé de baser sur une étude randomisée et il faut que le malade ne soit pas traité par l'hépaline, même s'il a un accident musculaire d'origine cardiaque, parce qu'il va saigner et le cerveau a horreur de ça. Prévenir et traiter les complications. Un jour, peut-être que vous parlez de toutes ces complications. La malnutrition, l'inhalation, le stress, l'ulcère, la thrombose veineuse. C'est pour cela que même si elle a une hémorragie, on est mis sous héparine à bas moléculaire. S'il fait une crise d'épilepsie, on le traite seulement s'il l'a fait. Et puis parfois, on est amené à les urgences. Tout ça doit être affiché dans le discernement musculaire. L'infirmier est au courant, le résident est au courant, l'assistant est au courant, même si les médecins changent, c'est la même attitude, le même traitement, le même médicament pour l'hypertension, le même traitement pour les fièvres.